Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. Nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon. Et cette semaine, nous recevons le docteur André Adjo, politologue, chargé de recherche CAMES et chef de département d'études politiques et stratégiques à l'Institut de recherche en sciences humaines, en abrégé l'IRCH. Avec notre invité, nous allons parler des grandes étapes qui ont marqué la vie politique de notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale en 1960. Une thématique qui s'inscrit dans l'optique de la commémoration le 17 août prochain des 60 ans d'existence de la République du Gabon. Docteur André Adjo, bonjour. Bonjour madame. Et comment allez-vous dans un environnement politique toujours en mouvement? Plus que jamais observateur, mais pour ma modeste personne, je vais bien. Mais c'est le temps d'ouvrir les yeux et les oreilles pour bien observer ce qui se passe en effet. Je suis Claudette Théoré, avec moi Achille Mwanda Moussoti pour un entretien de 52 minutes. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Mais avant d'ouvrir le débat, nous vous présentons en quelques lignes l'esprit et le but de cette émission. Gabon Politique est en effet une tribune de promotion du débat démocratique que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent aux échanges publics, sans distinction d'appartenance idéologique ou d'obédience politique. Le but ici étant de permettre à chacun de défendre et partager sa vision de gouvernance en faveur de notre cité. C'est donc un débat ouvert, sans tabou, qui repose sur cette conception de notre profession d'Albert Londres, journaliste français en ces termes. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Un commentaire, docteur, à ce niveau? Mais c'est tout à fait appréciable et comme disait l'autre, il faut désormais que l'hirondelle fasse le printemps. Il faut que des émissions comme ça, il y en ait le plus souvent tous les jours de la semaine, de façon à ce qu'on soit abreuvé et bien abreuvé. C'est la simple observation que je peux faire à ce niveau. D'accord. Alors vous êtes docteur en sciences politiques, donc un observateur averti et un citoyen. Nous allons donc commencer par ces quelques questions d'actualité avec vous, Achille. Docteur, bonjour. Bonjour. L'actualité reste dominée depuis quelques jours par des avertissements et mises en demeure infligées par le Parti démocratique gabonais à plusieurs grandes figures de cette formation politique, députés et sénateurs, pour, entre autres, manquement à la discipline. Quelle lecture faites-vous de ces sanctions? Deux niveaux d'observation. La première, c'est qu'il y a peut-être eu en interne des flottements pour un sujet aussi sensible. Et on a vu à travers les réseaux sociaux la levée de bouclier d'une partie des Gabonais, je ne dirais pas l'ensemble, puisqu'on n'a pas fait d'études pour comptabiliser. Pour un sujet aussi sensible, le PDG aurait dû ouvrir un débat en interne de façon à ce que le processus parlementaire qui allait aboutir à un vote soit parfaitement maîtrisé. Est-ce que les députés n'ont pas été pris de court? Et à partir de ce moment-là, chacun a un peu voté en fonction de ses convictions, en fonction de ses intérêts. Vous savez, le vote, c'est quelque chose de complexe. Je note là quand même une forme de faiblesse au niveau de l'organisation du parti à ce niveau. Pour des questions aussi sensibles, sociétales, il me semble que le parti doit verrouiller le processus en amont, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette division apparente au niveau du Parlement au moment du vote. La deuxième lecture que j'en fais, c'est peut-être au niveau de la sanction. C'est plus un avertissement sans grandes conséquences. Surtout que j'ai noté qu'il y a beaucoup de poids lourds du parti. Il fallait que le parti réagisse, mais de façon symbolique qu'autre chose, parce que c'est la plus basse échelle de la sanction, si j'ai bien compris. Et donc, pour l'avenir, je n'ai pas de conseil particulier à donner au PDG, mais pour des questions aussi cruciales, il me semble que le parti ne doit pas réagir après. C'est en amont que le parti doit essayer de maîtriser ce type de choix de société. Pensez-vous que ces sanctions vont freiner les tensions au sein de l'écurie ?
Non, pas du tout. Le Gabon change et le parti avec. Je note simplement que la commission de discipline a pris une importance particulière depuis ces dernières années. C'est peut-être parce que le parti se rend compte aussi que la société change, il y a des remous et qu'ils doivent être vigilants pour maîtriser cette navigation dans les eaux troubles que le parti d'abord traverse et le Gabon en général. Et c'est quand même aidé par les moyens qui sont les leurs, puisque c'est un parti qui prend ses sources dans le BDG, le PDG. Démocratique. Absolument. Bon, ça c'est l'histoire, nous y reviendrons peut-être. Et donc c'est un parti qui a du vécu, qui a des moyens, et ils essayent de contrôler et de s'organiser en conséquence pour tenir. C'est ce qui se donne à voir, c'est un simple constat. Les autres partis devraient s'inspirer peut-être du point de vue de l'organisation, mais peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Docteur Adjo, il y a également le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui vient à nouveau d'accorder au Gabon un emprunt de 92 milliards de nos francs pour soutenir le pays dans la riposte contre la Covid-19. Malgré l'optimisme affiché par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga, le directeur adjoint du FMI a néanmoins mis en garde le Gabon sur sa politique d'endettement et la non-visibilité exacte sur l'utilisation finale ainsi que les cibles de ces importants financements. Une réaction à ce sujet? Oui, c'est pas si souvent que ces bailleurs-là s'avancent pour être aussi clairs au niveau des réserves qui sont les leurs. Parce que souvent, il y a comme un peu des discours convenus, un peu de langue de bois, mais là c'est assez surprenant. Mais sur le fond, en réalité, c'est la grosse problématique de la dette. À partir du moment où, dans les années 80, il y a eu ce glissement fâcheux en termes de maîtrise du processus d'endettement de nos pays, à partir du moment où on a versé dans ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel, on a perdu la main. Au point que des bailleurs peuvent se permettre de donner des leçons de morale, de bonne gestion. Je pense que c'est pas une bonne image. Ça veut dire, en des termes clairs dans les relations internationales, que vous êtes en situation de faiblesse. Parce que l'aide est conditionnée quand il s'agit du FMI et de la Banque mondiale. Et quand on dit conditionnée, ça veut dire qu'ils gardent un peu la main. Nous devrions faire un peu d'effort en matière de bonne gestion, de façon à ce qu'on n'ait pas ces remontrances-là. Je vous signale que il y a la cotation maintenant. Et quand un message comme ça est envoyé, nous ne sommes pas forcément bien cotés. Il y a des agences de cotation qui surveillent les discours des uns et des autres, etc. C'est pas des bons signaux. Docteur, 17 pays africains accèdent à l'indépendance en 1960, dont la plus grande vague le mois d'août, et 60 ans après. Quel regard du politiste sur cet événement, de façon globale, avant d'aborder le thème de notre émission? Bon, nous qui sommes nés, au-delà du politiste et du spécialiste que je peux être, je suis d'abord africain. Nous qui sommes nés bien après les indépendances, on a peut-être vécu là, raté, autant pour moi, un moment particulier, parce que c'est une question de dignité. Et une chose est d'être indépendant, une chose est de l'assumer, et ça c'est une autre histoire. Mais 60 ans après, beaucoup d'États africains ont accédé à l'indépendance de façon générale, au-delà des 17 pays. Et nous continuons cette aventure un peu laborieuse, bien malheureusement, nous y reviendrons peut-être. Mais pour moi, ça a été là l'enclenchement de la restauration de la dignité, mais elle n'est pas acquise. Et donc nous devrons maintenant, 60 ans après, essayer de l'acquérir. Voilà, nous tombons de plein pied dans le thème de notre émission, l'évolution de la vie politique nationale depuis 1960, puisque notre pays a accédé à la souveraineté internationale le 17 août. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est la République? La République, vieille histoire, c'est un idéal porté déjà par d'anciens philosophes et illustres philosophes. Je pense à Platon. Nous ne sommes pas à l'université ici, mais permettez-moi de rappeler ces références, c'est puisque important, ce sont eux qui l'ont porté. Donc c'est la Grèce antique, ça. Et après, elle s'opposait, la République, en termes d'idéal, à la monarchie. Toujours et toujours. C'est simplement au XVIIe, XVIIIe siècle qu'elle a essayé de prendre corps. Pour l'époque, elle restait un peu théorique, c'était une bataille. La République, disais-je, c'est un idéal, c'est le gouvernement à plusieurs, c'est la chose publique. Ce qui est l'exact contraire de la monarchie,
qui est le monopole de tout par une seule personne et avec le caractère héréditaire qui suit. Donc la République, c'est depuis toujours opposé à la monarchie. C'était l'idée que tout le monde doit avoir sa chance, cette idée d'égalitarisme, je ne sais pas si c'est une chimère, mais en tout cas c'est un idéal. Et pour prendre l'exemple de la France, c'est au moment de la Révolution française que la première République arrive. Lorsqu'il y a ce coup de force, elle durera 12 ans, de 1792 à 1804, avant que Napoléon Ier revienne réinstaurer la monarchie et notamment l'Empire. Après, il y a Deuxième République, après il y a le retour à la monarchie. La Deuxième République en France, c'est au moment où Libreville est fondée. 1 an avant la fondation de Libreville, c'est-à-dire 1848, alors que Libreville c'est 1849, je crois. Elle durera aussi très peu de temps. Après, il y a la Troisième République. Et après la Troisième République, la monarchie n'est plus jamais revenue. Et nous, on a donc embrassé la République comme ça, pas avec l'histoire qui suit, mais en termes d'idéal. Voilà, la République, c'est un idéal. Justement, docteur, c'est là où je veux en venir. On parle du joug colonial et on décrète nos États comme république. Qu'est-ce qui caractérise ce changement? C'est l'école coloniale a fait son travail, a éduqué ses premiers hommes et ses premières femmes qui nous ont amenés à l'indépendance. Je pense au président Léomba et je pense à d'autres comme Gondjou avec l'expérience parlementaire qui était la leur au niveau du Parlement français. Sans trop avoir d'autres références, on a par mimétisme comme ça, décréter la République. Je pense parfois qu'on n'a pas saisi la portée de cette notion-là. Et pour ce qui concerne le Gabon, vous savez qu'on est République à partir de 1961. Avant 61, le président Léomba n'est que chef du gouvernement, chef de l'État. Premier ministre, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est avec la Constitution de février 1961 qu'on déclare la présidence de la République avec président de la République. Avec un régime présidentiel. Avec un régime présidentiel, avec un petit cafouillage au niveau des arbitrages. Oui. Un mécontentement entre le Parlement et le Premier ministre. Plus qu'un mécontentement parce que ça intervient quelques semaines seulement après la proclamation de l'indépendance. Le 4 novembre 1960, nous sommes à quelques semaines, je ne parlerai pas de mois, nous sommes à quelques semaines. Donc les premiers pas de l'indépendance ont été quand même chaotiques parce que les uns et les autres n'ont pas assumé le statut du débat afin que cette question du régime qui devait gouverner l'ensemble de l'entité sociopolitique nouvelle qu'était le Gabon soit instaurée dans l'apaisement. Il y a eu des crispations. Le président Léomba incarcère au mois de novembre la quasi-totalité du bureau de l'Assemblée nationale. Exact. L'Union nationale avec Jean-Hilaire Obam de l'USDG qui rejoint le président Léomba n'est qu'une union nationale de façade parce qu'une bonne partie est en prison. Et même là, les rapports entre le président Léomba et Jean-Hilaire Obam, qui l'avait rejoint, vont se gâter un peu plus tard, ce qui conduit au coup d'État et malgré la formation d'un gouvernement d'union nationale en 61. Oui, c'était la volonté du président Léomba qui devait s'appliquer. À partir du moment où Jean-Hilaire Obam avait décidé de rejoindre le gouvernement, c'était la politique du président qui devait s'appliquer. Jean-Hilaire Obam n'avait plus la marge de manœuvre politique nécessaire pour s'opposer à l'intérieur de la machine. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre l'attitude de Léomba? Parce que d'un côté, il embrasse l'opposition, et puis de l'autre côté, il cherche à museler l'opposition. C'est pour ça que Jean-Hilaire, je pense bien, se rétracte. Oui, le président Léomba a acquis beaucoup d'expérience. Les années 20, c'est une autre expérience, chef de canton, etc. Il part en exil, il revient en 46. Il échoue plusieurs fois à l'élection des députés. 1957, c'est un peu l'ascension fulgurante avec la mairie, avec vice-président du conseil de gouvernement, etc. Grand manœuvrier. Et il arrive en 1960, je pense, fort de cette expérience-là qui l'a permis de maîtriser. Les autres ont voulu jouer le jeu démocratique normal, mais lui, il est passé par d'autres moyens. Comment l'expliquer? Ça, je ne sais pas. Il tenait à son pouvoir. La conservation du pouvoir, à partir du moment où la proclamation de l'indépendance a été faite, a été l'une des obsessions du président Léomba. Et donc, il a usé de tous les moyens, aidé par les accords de coopération qui protégeaient sa personne et sa fonction. Est-ce qu'il ne serait pas bien d'expliquer quand même aux auditeurs qu'en fait, tous les partis vont être
conçue, l'Union nationale va être conçue autour de différents partis qui existaient. Donc BDC, USDG, l'Opunga, puisque les Boucavel aussi rejoignent. C'est ce qui forme l'Union nationale. Oui, mais comme je le rappelle, c'est une union nationale qui ne règle pas tous les problèmes. Stratégiques. Oui, puisque tout de suite après, c'est le coup d'État en 1964. Oui. Et ça va vite, là. Le gouvernement a quand même duré près de 2 ans. Près de 2 ans, avec des problèmes de cohabitation majeurs. Et le président Léon Baki demande à Jean-Hilaire Obama de choisir, parce qu'il nomme Jean-Hilaire Obama à un moment donné président de la Cour suprême. Lui, il sent qu'on est en train de l'écarter de la scène politique, donc il revient au Parlement, il demande au Parlement de l'incompatibilité, de se prononcer. Donc il y a, les 2 ans qui suivent ne sont pas 2 ans pacifiques, sereins, où les Gabonais réfléchissent à la façon dont ils devaient assumer cette nouvelle indépendance et projeter le Gabon. Non, c'est des batailles et des batailles. Crispation généralisée et donc coup d'État au bout. Alors, Achille. Oui, je voulais lui poser la question au sujet de la première constitution de 61 et puis réviser, je crois, en 66 ou 67. Oui, il y a eu tellement de révisions. Il y a déjà celle de 59, la première. Là, nous ne sommes pas encore indépendants. Puis il y a eu celle de 60 qui a avorté. Le président, comme je vous le disais, il y a eu cette crise-là. Et 1961, en effet, en février, 3e, on dira, dans l'histoire, 3e constitution du Gabon. Et là, on a en effet un président de la République qui s'arroge un maximum de pouvoir. C'est le président Léon Baki. Le sujet qui nous intéresse, les grandes étapes de la vie politique de 1960 à nos jours. Le Gabon n'a connu que 3 présidents avec presque les mêmes acteurs, on peut dire des mêmes camps politiques en dépit du retour au multipartisme. Est-ce que cette situation a un rapport avec la forme de l'indépendance, c'est-à-dire octroyer, donner cadeau? Oui, ça c'est l'esprit de l'émission Sans Tabou. Je crois que la France a presque donné, mais vous l'avez dit, l'indépendance dont les acteurs politiques n'en voulaient pas. On voulait même être associés, le département français, le département d'outre-mer. La France a dit non. Et la France a saisi la balle au bon, a taillé sur mesure un certain nombre d'accords. C'est-à-dire, au moment où on signe pour l'indépendance, on signe aussi un certain nombre d'accords. Les accords de coopération de façon générique. Là-dedans, il y a la défense. Là-dedans, il y a l'économie, les finances et la monnaie. Là-dedans, il y a les affaires étrangères. Là-dedans, il y a les matières stratégiques. On signe, le Gabon signe en disant les matières premières, dites stratégiques, etc., devront être vendues prioritairement à la France. Et la France dit en retour, je vous protège, etc., etc. Donc, lorsqu'une indépendance est négociée comme ça, mais ça c'est avec le recul 60 ans après, on analyse, on ne se donne pas de marge de manœuvre par rapport à un vieux pays comme la France, rompu à la diplomatie mondiale, au jeu de rapport des forces, etc. Et on a tout de suite fait le choix de ne pas suivre le mouvement panafricaniste, par exemple. Le Gabon n'était pas très motivé dans la mise en place de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'Union africaine. Le Gabon n'était pas très motivé. On a plus fait le choix d'aller dans l'organisation commune africaine et malgache, qui était héritée de l'AEF et de l'AOF. On a fait le choix de faire l'UDEAC. On a fait le choix de rester collé à la France. Très, très, très méfiant par rapport à tout ce qui était panafricain. On a été séduit par le concept de l'indépendance, de la liberté, sans pour autant... Au départ, on n'a même pas été séduit puisqu'on n'en voulait pas. Mais on a assumé malgré tout, mais sans mettre le contenu nécessaire. Et donc, on est resté dans l'abri comme ça. La France était un collègue qui a fait un magnifique travail. Dans sa thèse, a parlé d'isolationnisme. Les premières années du Gabon, en matière de diplomatie, de politique étrangère, il l'a qualifié d'isolationnisme. De toute façon, on était très timide. Très peu de relations avec d'autres partenaires, autres que les partenaires historiques, tels que les pays de l'AOF, l'AEF, tels que la France. C'est après qu'Omar Bongo viendra un peu diversifier. Et depuis le président Léon Baki jusqu'à aujourd'hui, on entend dans le discours des acteurs politiques une phrase qui revient à chaque fois, il faut changer de système, c'est à cause du système. Qu'est-ce que c'est un système politique? Système politique. Un système politique, c'est des grandes
catégorie d'organisation des pouvoirs publics. Là, j'ai tout dit, mais je n'ai rien dit en même temps. Un système politique, c'est le système démocratique, c'est le système autoritaire, c'est le système totalitaire. Ce qui serait intéressant, et c'est très théorique, c'est simplement pour qu'on différencie, on perçoive, pour qu'on dresse une typologie. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à ce qu'on appelle un régime politique. Le régime politique donne du contenu à l'État. Le régime politique, c'est les modes d'organisation de l'État. Est-ce qu'on est plus dans la démocratie? Est-ce qu'on est plus dans la dictature? Est-ce que, au-delà de ça, on est plus dans le régime parlementaire avec le pouvoir entre les mains des députés? Est-ce qu'on est plus dans les régimes présidentiels avec une concentration de pouvoir entre les mains de la présidence de la République? C'est peut-être à ce niveau-là que ce serait intéressant, c'est-à-dire régime politique. Voilà. Les régimes politiques définissent les formes, les modes d'organisation de l'État. Est-ce qu'on met le pouvoir entre les mains du président? Est-ce qu'on le met entre les mains du Parlement? Est-ce qu'on imagine d'autres formes? On met le pouvoir entre les mains des régions, des provinces. Et comment on nomme ceux qui sont à la tête des provinces, comment on les élit, etc. Donc, c'est à ce niveau. Comme ça, on a un État dont on maîtrise le fonctionnement parce que nous-mêmes, nous l'avons imaginé. Mais c'est vrai que quand on embrasse ces concepts-là comme ça, sans trop les comprendre, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'appropriation. Oui, au niveau de l'appropriation et tout en restant pragmatique dans le contexte gabonais, vous qui faites des recherches, où est-ce que vous pouvez situer le Gabon? Nous sommes dans quel système? On est dans un régime présidentiel, mais très très fort, depuis le président Léomba. À partir du moment où il a fait taire ce groupe de parlementaires-là qui voulaient qu'on débatte quand même et qu'on donne un peu de... Le Parlement gabonais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui est héritière du Conseil représentatif local de 1946, après Assemblée territoriale de 1952, après Assemblée législative qui a fait les premiers textes, et après Assemblée nationale tout de suite après l'indépendance, l'Assemblée nationale s'est tue tout de suite après la Constitution de février 1961. Elle a été plus un outil au service de l'exécutif. Les débats, vous lirez les journaux, le journal Les débats de l'Assemblée nationale, ça c'est clair. Stanislas Migolet dit à l'époque, ici nous ne sommes pas là pour débattre, nous sommes là pour valider ce que le président Bongo dit. Nous sommes là au début des années 70, ça c'est clair. Et ça n'a pas varié d'un iota. Les frémissements, les débats, ça arrive accidentellement. Là où il y a eu une petite respiration, c'est au début des années 90, avec Ogoli Guindé. Vous me corrigerez peut-être, 8e législature, je ne suis plus sûr. Mais avec Ogoli Guindé, président de la République, il y a eu un vrai débat. Président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée nationale. Première assemblée du retour, voilà, il y a eu un vrai débat avec des nouvelles figures qui ont bousculé l'Assemblée avec des votes. On a même limité, c'est historique, limiter les mandats. 2 mandats, pas plus. Avant qu'en 1998, on ne revienne sur cet acquis majeur. Pour ma part, je considère ça comme un acquis majeur. Donc, c'est le seul moment où il y a eu un petit frémissement. Bon, mais... On a entendu parler de censure, parce que même si les années 60, on a parlé de censure quand même si Léomba avait réussi à régler le problème, mais on a quand même parlé de censure les années 90. Oui. Avec Ogoli Guindé. Oui, mais elle n'a pas eu prise. Le pays avait un tel besoin de liberté que l'Assemblée nationale a été prise par ce... Est-ce que ce type de... lorsqu'on parle de système, de régime, est-ce que c'est pareil lorsqu'on parle de système? Non. C'est un jeu de mots ou bien il y a une différence? Oui, bon, on peut comme ça là les prononcer. Vous qui êtes politiste. Oui, mais pour le spécialiste, il dira que c'est pas la même chose. Parce que le système politique, c'est des grandes catégories. D'accord. Voilà, c'est système démocratique. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit en même temps. C'est pour ça qu'on parle de système Bongo? Ah non, ça c'est autre chose. Ça, oui, parce que le système dont nous parlons ici, on a l'impression que parfois on veut assimiler le système. Ah, je ne vous suivais pas, mais là je vous suis maintenant. Par exemple, on veut même ériger le Parti démocratique gabonais en système. Quand on dit c'est toujours le même système. Oui, ça c'est le peuple qui s'est emparé de c'est leur façon de percevoir. Mais de qualifier autre chose en réalité. Quelque chose de
pas très clair, très opaque, très solide à la base, mais dont on ne sait pas véritablement qui tient le levier, etc. Et qui manœuvre depuis toujours. Eh ben c'est le système. Donc ce monstre froid qui année après année s'installe, se déploie. Là on est en train de parler de quelque chose de péjoratif. Du point de vue du Gabonais, quand il dit le système, c'est le système. Je crois pas que c'est très joli quand il prononce. Voilà. Donc c'est très sulfureux. Mais là vous nous invitez, vous me tendez la prêche. Nous ferions mieux, nous, en tant que laboratoire, de mener peut-être une petite enquête auprès de Gabonais en disant quand vous dites système, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il en retourne? Écoutez, y compris les gens éclairés, les acteurs politiques, parce qu'on a vu même, paix à son âme, qui avait mis même le Gabon à l'envers. Parce qu'il disait que c'est tout un système qu'il fallait... un ancien candidat à la présidentielle. Oui, il fallait renverser, il fallait tout déconstruire. Madame, c'est... À un moment donné, puisqu'on a parlé de République, j'ai peut-être omis, et je suis pas allé au bout, de dire que c'est l'idée selon laquelle vous et moi, nous nous mettons d'accord sur la règle qui doit régir nos rapports et qui doit réguler notre société. Cet accord est tacite, mais elle est matérialisée par les règles, les lois, les décrets et tout que nous mettons en place, sur lesquels nous tombons d'accord. À partir du moment où vous voulez abuser de ma confiance ou tricher avec, et que je suis bien au courant que vous êtes en train de le faire, ça fausse le jeu. Et à partir de ce moment-là, la méfiance s'installe. En République, on ne triche pas. On ne triche pas. Et à partir du moment où un certain nombre de Gabonais ont peut-être perçu dans le fonctionnement du Gabon l'idée qu'un certain nombre de personnes sont en train de jouer avec les règles, sont en train de... quand ça leur convient, ils ne changent pas, quand ça ne convient pas, ils changent, etc. Sans l'assentiment de la majorité, eh ben, ça brise la confiance et on devient fataliste, on parle de système, etc. Mais comme je vous le disais, nous mènerons une petite enquête auprès des gens éclairés et des Gabonais de tous les jours. Docteur, beaucoup d'observateurs disent que le système Bongo s'est construit autour de la redistribution stratégique des postes et la géopolitique des postes. Oui, mais Omar Bongo était un grand équilibriste, slalomeur. J'ai vu des photos, il faisait même le ski dans les Alpes en France. C'était un dosage à part entière, un concentré de finesse, de brutalité. Est-ce qu'il ne recherche pas ce que vous avez dit tout à l'heure en définissant la République? Une forme de cohésion. Non. Il a construit sa République en dehors de ce qui devait... Donc, comme le village? Presque. Parce qu'à des moments, on dit que Bongo était un chef de famille. Oui, dans le sens où il savait... En contextualisant, oui. Il fallait ne pas oublier Langounier. Eh bien, où est Langounier? Eh bien, il fallait régler le problème de Langounier en termes de représentation. Hors des canaux normatifs normaux, j'ai envie de dire, entre guillemets. Mais régler ça à sa manière, de façon à ce que les gens de Langounier se reconnaissent dans sa politique ou dans les institutions. Eh bien, le Wellentem n'y est pas. Réglons le problème du Wellentem. Voilà. Mais c'était sa façon à lui de chercher les grands équilibres. Est-ce que en le faisant, il confortait l'idée d'un fonctionnement régulier dans une société moderne? Ça, je ne le crois pas. Parce que tout de suite après, on a vu que... Excusez-moi, la République nous vient de l'Occident. Peut-être en fonctionnant de cette manière, il voulait aussi s'appuyer sur l'organisation africaine traditionnelle. Oui, dans ces cas... La société. Oui, on peut le lui reconnaître. Mais dans ce cas, on est clair. Parce que je vous disais que la République ne va pas de soi. Elle a bataillé pour s'imposer comme forme de gouvernement, etc. Donc, on pouvait, nous, Africains, imaginer une forme de gestion publique à nous, d'organisation des pouvoirs publics à nous. Nous n'étions pas obligés de prendre Sénat, Assemblée nationale. À l'origine, on a d'abord notre organisation, l'organisation de la société. Et c'est d'ailleurs le reproche qu'on fait un peu à l'État de prendre directement ces concepts et de vouloir les appliquer. Les réformes de la CAC viennent de conduire à l'adoption d'une commission de la CAC, comme la commission de l'Union européenne, etc. Donc on s'aligne tous. Mais madame, comment aurait-il pu ces grands hommes, avec leurs nombreuses faiblesses,
penser à organiser la société de façon sereine, conformément à nos aspirations profondes, à ce que nous sommes, nous autres Africains, alors même que cette indépendance-là, ils ne la voulaient pas. Ils ont très vite été entraînés dans le mouvement et les seules références véritables qu'ils avaient, à partir du moment où nos traditions ont subi un véritable saccage pendant la tradition, les seules références véritables qu'ils avaient, c'est à l'école du Blanc qu'ils avaient pris ça. Et c'est par rapport à la France qu'ils voyaient qu'ils avaient pris ça. Nous, on chantait la Marseillaise. La Marseillaise, c'est très loin de nos traditions. La colonisation. Voilà. Donc, on peut le leur reprocher, mais avec le recul, est-ce qu'ils avaient l'état d'esprit nécessaire pour penser... Voilà. Parce que, je le rappelle, ils n'en voulaient pas l'indépendance. C'est presque... La France a dit non. Imposé. Voilà. Mais docteur, comment expliquer que le pouvoir de Omar Bongo ait tant duré et soit parvenu parfois à verrouiller la politique gabonaise? Oui, c'est très complexe la question que vous posez. Mais très rapidement, je vais soulever 2 ou 3 arguments à votre appréciation. La faiblesse démographique, l'énorme ressources économiques et financières entre ses mains et un appui inconditionné de la France. 3 éléments. Et peut-être le caractère de cette population-là, dont on voit bien que ne sont pas très exigeants, très râleurs, mais pas très exigeants les Gabonais. Et donc, mis bout à bout, il a bien manœuvré et il connaissait la maison. C'est un enfant du Gabon, c'est un enfant des plaines et de la brousse en même temps. Donc, il connaissait son peuple. Et il faut peut-être ajouter la rigueur de l'analyse, il faut certainement aller plus loin dans l'analyse, mais c'est quelques éléments-là que je voudrais verser à votre appréciation pour expliquer sa pérennité. Et nous allons revenir de façon individuelle sur ces acteurs qui ont dirigé notre pays de façon particulière. Qu'est-ce qu'on peut retenir du père de l'indépendance, d'abord de 1961 à 1967? Madame, je dirais 3 temps. Léon Mba des années 20 à Léon Mba des années 32, 31. C'est Léon Mba qui fait ses classes, qui occupe ses premières fonctions, qui est chef coutumier, etc. Un autre Léon Mba qui débute en 1932, il part en exil. Déconvenu après déconvenu, lorsqu'il rentre au Gabon, échec après échec, il crée le comité mixte FAN, etc. Ça ne marche pas. Il se rallie très vite en Gondjou, dans le BDG, et il occupe le second rôle. Mais très ambitieux qu'il était, il avait déjà ses calculs. Et après, il y a le Léon Mba de 1957 qui devient insaisissable. Il est pris dans tout ce qui est franc-maçonnerie, etc. Il se lie au lobby du bois. Il devient puissant, il a beaucoup d'argent. Et le colonisateur qui s'était longtemps méfié de lui devient son plus grand allié à ce moment-là. Et vous savez qu'il n'a pas la majorité en 1957. C'est par des jeux d'alliance qu'il finit par être élu vice-président du conseil de gouvernement par un débauchage. Et là, Léon Mba s'affirme, il se transforme, il change. À ce moment-là, il devient un peu méconnaissable. Il n'est plus le père rassembleur, etc. Quand il revient, nous sommes à Radio Gabon, vous avez forcément les archives. Vous suivez son premier discours quand il est démis en 1964. Quand il revient, son discours, il est offensif. Il est, je vais punir, je vais sanctionner. Alors que Léon Mba, quels que soient ses échecs, n'avait jamais réagi comme ça par le passé. Mais là, il serre la vis. Est-ce que c'est parce qu'il se sentait malade? Voilà. Donc, Léon Mba est complexe et il faut l'analyser pour comprendre comment l'homme s'est transformé. Après une tentative de coup d'État, on ne peut pas quand même demeurer le même. Oui, quand on sait ce qu'on a fait pour susciter... Il y a quand même un sentiment de haine. Oui, c'est vrai, mais il sait que la maison n'était pas sereine. Sa trop grosse proximité avec la France lui était reprochée incessamment. On traitait même Léon Mba de pantin, suivait la presse de l'époque. Et donc... lui, avec sa grande expérience, mais là je juge après coup, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir un discours différent pour dire, bon, écoutez, on calme le jeu, etc. D'apaisement. Et il a serré la vis. Ouais. Est-ce que c'était le bon choix? C'est une question que je pose. Et on en vient au Omar Bongo, 1967, 2009, 42 ans, Albert Bernard Bongo, Omar Bongo Ondimba, avec... partie unique, gestion unilatérale, et une autre partie avec le retour au multipartisme. Que retenir? Oui, madame, là aussi assez complexe, mais je voudrais simplement ajouter, pour nuancer, que Léon Mba, c'est aussi le père du premier plan quinquennal. Chemin de fer, port de vin d'eau, tout ça, ça vient de lui.
il avait imaginé aussi des gros investissements dans le domaine agricole, la construction des infrastructures, mais il n'a pas eu le temps de mettre en application. Son héritier, à tout point de vue, est venu matérialiser quelques-uns. Nous parlons d'Albert Bernard Bongo. Léon Mba, je dirais, a balisé le terrain pour Omar Bongo. Lorsqu'il devient vice-président, Léon Mba n'est presque plus en capacité de gérer puisqu'il n'est pas, on peut pas gérer un pays convenablement quand on est hors du pays. Tout est verrouillé parce que le Punga disparaît, Jean-Hilaire Obama en prison, Lengonju en prison, Omar Bongo n'a pas d'adversaire. Et donc, quand le président Léon Mba décède, je pense que c'est très facile pour lui de changer PDG, BDG, et toutes les troupes du BDG rejoignent. Et Omar Bongo est très clair que là, il n'y a plus affaire de démocratie. C'est ce qui l'amène à créer le PDG? Vous savez que ça a été un peu la règle ici et là, en Côte d'Ivoire, etc. Qui a été le donneur d'ordre? Est-ce que c'est venu de ces présidents africains ou il y a quelqu'un qui les a soufflé ça hors d'Afrique? Oui, parce qu'on sait que bon, c'est vrai qu'il crée en 67, mais l'influence du PDG intervient quand même en 71, hein, lors du premier congrès. Oui, mais l'influence après, mais ça, elle était déjà avant dans la pratique. Et donc, il y a cet Omar Bongo qui, la rénovation, vous verrez, les grands temps, etc., qui, à son niveau, essaye de construire cet État en lui dotant des textes, des institutions, des différents codes, les codes qui sont révisés, code pénal et tout ça. Bon, ça date d'avant Omar Bongo, mais il ajoute d'autres codes. Mais il fait l'impasse sur les libertés civiles et politiques. Et c'est un peu la page qui est moins élégante, pour le dire clairement, sur cette évolution du Gabon et s'agissant de ses premiers pas en tant que président. Et après, il est bousculé parce que quand vous privez un peuple de liberté, donnez-lui au moins à manger. Quand vous privez un peuple de nourriture, ben écoutez, il faut essayer de laisser ce peuple-là parler. Là au moins, bon, c'est pas un conseil que je donne, hein, j'ai lu ça quelque part. Mais la crise, les revenus du pétrole baissent, Omar Bongo n'a plus suffisamment de moyens. Donc les années 80, c'est quand même assez difficile en termes de gestion. Le FMI, la Banque mondiale viennent alourdir l'ardoise de la dette, conditionnent l'aide, donc ça va mal, pas seulement au Gabon. Et donc il y a les années 90 où les Gabonais demandent à être libres à nouveau. L'instauration du... Même si ça chauffe quand même les années 80. Oui, c'est normal que ça chauffe. Quand avec les événements, la gare routière. Absolument. Mais quand je parle des années 80, c'est tout ça. Ça chauffe parce qu'il y a ce besoin-là. Mais nous sommes bantous. C'est-à-dire, la liberté est fondamentalement attachée à la personne du bantou. Quand je dis palabre, c'est au sens de nos coutumes. La palabre simple, hein, discussion. Et donc être privé de ça comme ça brutalement, je pense que les gens n'ont pas très bien apprécié. Et en plus, quand les conditions socio-économiques sont devenues difficiles, la porte ouverte à la contestation tout de suite. Et après, il y a un autre Omar Bongo qui redécouvre la démocratie et qui manœuvre pour se maintenir au pouvoir. Là aussi, la France a encore pesé de tout son poids. Bien évidemment, les accords de coopération, je crois que protègent le dirigeant gabonais. Les accords de défense, etc., protègent le dirigeant. Comme c'est à l'appréciation, et c'est tellement pas clair, bon, c'est à l'appréciation des uns des autres. À partir du moment où moi, France, j'estime que bon, oui, là, les accords, là, on les applique. C'est comme l'indépendance. Omar Bongo non plus ne voulait pas de la démocratie. Oui, c'est forcé, parce il a même fait certaines déclarations. Absolument, dans le Wellington, il a fait une déclaration, mais forcé par les événements. Il a dû se résoudre à... Et puis, très opportuniste, la France a sauté aussi sur l'occasion, discours de la Baule, en disant, bon, ouvrez les vannes. Si vous voulez que je vous aide, ouvrez les vannes. Et donc, ils se sont résolus tous, vous avez vu que tous, au Congo, en Côte d'Ivoire, etc. Toujours en série. Toujours en série. Et c'est pour ça que je parle de donneurs d'ordre. Si les dynamiques ne sont pas endogènes, la maîtrise de notre processus de construction en tant que société sera toujours altéré par ces immixtions-là qui faussent un peu le jeu interne. C'est mieux que les dynamiques viennent de l'intérieur, de la mamelle du Gabon, pour un clin d'œil à notre emblème, à nos armoiries. Et là, au moins, on se retrouvera. Mais s'il y a un tiers qui intervient toujours, vous voyez que ce n'est pas facile. Mais il y a quand même un paradoxe. Omar Bongo, elle a été
apprécié à la fin de ces jours. C'était comme si ce besoin-là n'était plus... Ils étaient satisfaits de ces changements depuis 90. Oui, madame, on finit Qu'est-ce qui expliquait cela, cet amour pour ce grand monsieur? On finit par s'y habituer. Omar Bongo ci, Omar Bongo ça, Omar Bongo est là, Omar Bongo est là-bas. On finit par s'y habituer et il a fini par s'imposer au pouvoir, mais à sa manière. Et les ressources économiques et financières étant là aussi, en contentant tout le monde. Je ne sais pas ce qui a fait qu'on s'attache. Il y a beaucoup de griefs, hein. Je pense qu'on ne s'est pas simplement arrêté à la satisfaction, mais on a quand même reconnu en ce monsieur sa capacité à préserver le Gabon des écueils. Toute la sous-région, ça chauffe, le Gabon est paisible. La paix. La stabilité politique. Je dirais la stabilité. Oui, la stabilité. Le concept usité, c'était paix. Hein? Oui, ça c'était plus politique. Le temps passe tellement vite que nous allons revenir un peu pour parler des 3 grandes étapes avec Omar Bongo qui décède en 2009 et Ali Bongo Ondimba prend le pouvoir. De 2009 à aujourd'hui, comment peut-on résumer le règne d'Ali Bongo? Je partirai d'abord de la grande solitude des Gabonais par rapport à ce qui devait advenir du Gabon. Et c'est ça quand on dure. La permanence, si elle n'est pas admise par le bas, pose des problèmes de ce type. Heureusement, le passage s'est quand même fait. Les Gabonais ont pris sur eux pour dire, bon, écoutez, chacun doit se calmer. Et puis, les choses se sont passées d'un point de vue électoral pas très bien. Mais il y avait de mon point de vue une opportunité qui, au jour d'aujourd'hui, n'a pas été saisie totalement. Le Gabon hérite quand même un certain nombre de ressources à l'époque. Le président s'entoure d'un certain nombre de personnes extrêmement critiquées. On n'a jamais vu l'entourage d'un président autant critiqué par les Gabonais. Donc à partir du moment où votre entourage est autant critiqué, on se demande quel type d'influence cet entourage peut avoir sur vous et ça déteint sur vous. Et quand en plus il n'y a pas les réalisations escomptées, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, les changements de casting mal opérés, etc. On a dit qu'il a voulu changer quand même les lignes idéologiques. Début de son magistère. Oui, mais certainement, on pourra justifier, on pourra donner les raisons. Mais il reste qu'il y a un goût d'inachevé. Nous avons fait quelques études pour questionner les Gabonais sur leurs attentes, etc. L'école venait. Ils ne parlaient même pas de liberté, de démocratie. Ça vient 5e, 6e priorité chez les Gabonais. L'école, la route, etc. Avec insistance, avec des proportions... Au Gabon émergent. Oui. Voilà. Les services sociaux de base. Voilà, ça là. Il y a un goût d'inachevé. S'il y avait eu un début de matérialisation assez convaincant, conséquent, on aurait pu écouter toutes ces justifications en disant, etc. Mais les discussions qui peuvent se mener ici et là à Libreville dans les grands salons sont très éloignées des discussions dans nos villages, dans nos routes nationales, et je ne vais pas oublier les quartiers de Libreville, parce que là-bas c'est le concret, et ce concret-là, j'ai comme l'impression que les Gabonais, si ma mémoire est bonne, il y a eu des grands mouvements institutionnels à travers le pays, à partir de ce qu'on a appelé les conseils de ministres décentralisés. C'était à chaque fois l'occasion des grandes annonces et des séduisantes annonces. Tout le monde était suspendu. Je pense que la RTG, à l'époque, n'a jamais eu autant de succès en termes d'audience. Parce qu'on attendait ce que le conseil de ministres qui s'est tenu à Mouila devait... qu'est-ce qui allait en sortir, etc. Vous pouvez prendre l'Union et tous les communiqués des conseils de ministres de l'époque. Qu'est-ce qui a été fait? Et je pense que c'est ça, c'est trop grandes promesses qui ont entraîné les Gabonais et au bout il n'y a pas eu... Je pense que c'est ça qui restera et là c'est un exercice de sincérité auquel je me livre. Il y a un goût d'inachevé et une forme de frustration. Tout changer pour que rien ne change. Docteur, donc il serait temps puisque 2025 n'est pas loin de... 2023. 2023. Ah, bon. C'est encore plus proche. Est-ce que vous partagez cette conception des autres intellectuels, certains qui accusent la Constitution, le texte fondateur d'un État, qui est l'émanation de celle de la Constitution de la 5e République française sous De Gaulle? Il paraît, selon ses détracteurs, cette Constitution
Constitution donne trop de pouvoir au chef de l'État et qu'il serait temps de la changer. Pour cela, il y a un compatriote qui a écrit un ouvrage qui s'intitule « Déficit démocratique et mal développement en francophonie », quand nos dirigeants ne peuvent plus. Edmond Okembele Nkogo. Un ouvrage que j'ai d'ailleurs présenté au moment de sa sortie, comme pour remercier l'auteur du livre. Je crois que la Constitution, c'est la mère des lois. Mais dit comme ça, on n'a rien dit. Pour moi, et c'est la deuxième conception de la Constitution, cet instrument-là qui m'intéresse, c'est la façon de voir d'un peuple et sa façon de se projeter. Est-ce que dans la façon que nous avons d'envisager notre avenir en tant que société, nous souhaitons qu'un seul homme ait un maximum de pouvoir, ou une seule institution, si on ne veut pas pointer l'homme. Et je pense que c'est en cela, le président de la République est responsable de tout, selon notre Constitution. Et même, ça j'ai découvert ça dans notre dispositif constitutionnel justement, il y a certainement le Parlement qui est là, qui a le monopole de la loi, du vote de la loi. Mais vous verrez, je pense que c'est l'article 54, le président de la République a aussi une grande marge de manœuvre dans la production des textes, les décrets, etc. Et ça joue un grand rôle, rassurez-vous. Et donc, le président de la République nomme énormément dans notre pays. Le président de la République nomme même les présidents des corps constitués, etc. Et au final, on ne voit que le président de la République, même si les uns et les autres sont fautifs autour de lui, on ne voit que le président de la République. La responsabilité n'est jamais diluée parce que tout de suite on dit c'est le président de la République. J'ai comme l'impression qu'il se met même... Nos textes exposent le président de la République. Nos textes mettent en danger. Et ça paralyse la société parce que ça ne... De mon point de vue, ça ne permet pas l'émulation à la base. On attend, le président de la République n'a rien dit, on ne fait rien. Nous avons un découpage administratif, nous avons un découpage politique, je pense aux collectivités locales, mais les présidents des conseils départementaux, les maires, ne sont rien devant les préfets et les gouverneurs, alors qu'ils ont été élus par les Gabonais. Le maire de Bitam, mais il doit rendre des comptes au peuple de Bitam. Mais si le préfet n'est pas content, parce que le maire a pondu un texte, une circulaire, une décision qui ne convient pas, le préfet dit non et le texte ne paraît pas. Si le maire de Bitam a dit on construit une maternité et que le préfet n'est pas content, le préfet dit je ne valide pas votre budget. Donc c'est trop centralisé. L'administration a trop de pouvoir. Même quand on est élu, on n'a pas de marge de... Et surtout que l'argent manque aussi en ce qui concerne la décentralisation. Les pauvres maires, qui parfois aussi sont choisis un peu par accident, c'est ça aussi, vous arrivez, vous n'avez pas décidé d'être maire, mais comme le parti l'a voulu, vous êtes propulsé maire, et donc vous ne savez même pas quoi faire de votre mandat. Ça c'est vraiment un grand débat que nous devons avoir sur les collectivités locales, notamment la décentralisation au Gabon. Et donc voilà, un pouvoir centralisé, hyper centralisé. Le dialogue d'Angonje n'a rien résolu à conforter même cette centralisation du pouvoir. Je crois que c'est une très mauvaise chose de mon point de vue, mais ce n'est que de mon point de vue, et chacun appréciera. Cette constitution-là ne va pas permettre au pays d'être d'aérer et de stimuler, de motiver, etc. Les pouvoirs publics ne se sont peut-être pas servis de la période de la maladie du chef de l'État, qui avait montré quand même la limite en termes de concentration de pouvoir. Parce que justement, personne ne peut parler de ça. Qui va prendre l'initiative? Et déjà que le PDG, qui me semble un peu fâché avec le débat, quel député parlementaire PDG peut soulever cette question au risque d'être sanctionné encore? Et donc, il faut que ces grands partis-là assument leurs responsabilités. Mais personne n'ose. Et donc, il y a une forme de crispation généralisée. Mon propos peut paraître même tellement... Bon, il y a Edmond Okembele Nkogo qui va précéder et qui a produit un magnifique... Oui, lui, il propose... Mais justement, il fait le constat que c'est pas bon. Les différents laboratoires, vous êtes chercheur, l'IRCH, est-ce que vous vous penchez sur la question? Oui, pour l'instant, c'est en termes de... On écrit pour... non pas pour proposer, j'ai pas encore... mais on écrit pour dire ça, c'est pas bon, ça ne peut pas produire. Vous lirez la presse écrite, vous verrez beaucoup de chercheurs de l'IRCH s'exprimer. Est-ce que vous envoyez ça au chef du gouvernement, au ministère chargé de ces questions-là? Oui, ça c'est une bonne réflexion que vous me faites, parce que nous sommes des agents publics, la démarche doit être institutionnelle. Donc si je vais voir le commissaire général du CNRS avec une proposition
assez clair comme ça, j'espère qu'il m'ouvrira les portes. Oui, pour impacter la gouvernance. Parce qu'une démarche individuelle en tant que chercheur, ça ne passe pas. Mais si c'est institutionnel, en disant le scénariste, maintenant, est-ce que c'est le rôle du scénariste? Ça, il faut que j'en discute avec mes patrons. Mais je crois qu'il serait bon que les universitaires aujourd'hui proposent. La proposition n'est jamais une mauvaise chose. Et je ne vois pas comment, au contraire, ça suscite le débat. Et après, les Gabonais tranchent. Ou ceux qui ont la décision tranchent. Oui, les pouvoirs publics aussi attendent toutes ces contributions. Nous devrions, au lieu d'être timides sur un certain nombre de sujets, parce que c'est inopérant. Je pense que la constitution gabonaise, pour moi, ne me séduit pas. Ça, je le dis clairement. Il y a de très bonnes choses, mais il y a des choses très conservatrices, etc. Bon, je voulais, avant de terminer, vraiment parler de la femme. Je crois que la femme gabonaise de tous les jours, beaucoup reste à faire en termes d'égalité, d'accès, etc. Mais en termes de promotion, juste cet élément-là, maintenant, ça se discute, voilà. En termes de promotion, je pense qu'on n'est pas les derniers de la classe et c'est une bonne chose. Mais maintenant, est-ce que ces femmes-là qui sont choisies font comme les hommes? Et pourquoi ne feraient-elles pas d'ailleurs comme les hommes? Qu'est-ce que les hommes font? Les hommes sont des modèles? Je ne crois pas. À l'expérience, les hommes n'ont pas... Enfin, l'expérience me montre que les hommes n'ont pas brillé en matière de gestion de la chose publique. Et peut-être que la femme aussi n'est pas différente de l'homme. Simplement, comme elle est aussi représentative que l'homme dans la société, elle doit accéder à tous les postes, etc. Mais peut-être ne doit pas-on attendre quelque chose de plus ou de moins. Mais je voulais simplement noter le fait que je suis content de voir ce Gabon-là représenté. Il manque simplement les pygmées. J'attends un député pygmée, sincèrement, madame. Ok, 60 ans d'indépendance, l'âge de sagesse comparé à un humain, c'est la retraite en tant qu'agent public. Quel est l'impact de cette commémoration? Comment percevez-vous l'événement du 17 août de ces 60 ans d'indépendance du Gabon? Je suis vraiment honoré et très satisfait d'être invité à votre émission pour débattre de cette question à cœur ouvert et de façon sereine. J'aurais aimé, en rapport direct à votre question, que ça soit une opportunité de débat et que l'aspect festif, qui ne doit pas être occulté, reste quand même là, mais qu'on accentue la question du débat, le bilan, madame. Il y a beaucoup de choses à dire. On parlait tout à l'heure de la façon dont les Africains ont géré leur processus d'endettement. Le Gabon est parmi ces Africains, l'État gabonais. La sécurité. Vous avez vu que les opérations de maintien de la paix, aujourd'hui, la majorité des opérations de maintien de la paix, c'est sur le sol africain. Ça veut dire donc que le continent n'est pas stable, puisqu'on n'envoie pas les casques bleus de l'ONU dans un continent stable. En matière de sécurité, en matière de division internationale du travail, nous sommes confinés un peu dans le schéma d'extraction, pas d'industrialisation. La ZLEC, qui a été signée au Rwanda, la zone de libre-échange africaine, mais elle ne pose pas de façon très clairement le problème de l'industrialisation de l'Afrique. On va ouvrir la douane, etc. On va échanger quoi si on ne produit pas? Nous aurions aimé que les chefs d'État posent la question de l'industrialisation. Poursuivre déjà ce qui a été fait, le plan d'action de Lagos en 1981. Donc, autant de questions. Et puis l'éducation. Madame, vous aurez beau avoir une police très, très, très forte, etc. À partir du moment où elle est dépassée par une société, parce que ça dérégule de partout, la police ne fera rien. Ça veut dire qu'il faut éduquer les gens. C'est en éduquant les gens qu'on aide la police. La base d'une société etc. solide. Qu'en est-il de l'éducation, la santé, enfin les fonctions essentielles d'une société, des routes, etc., des choses élémentaires. Alors, quand même, 60 ans après, nous en sommes encore à parler de National 2, comment construire. Franchement, bon, je ne juge pas, mais je crois qu'il y a matière à débat. C'est pas l'occasion de faire la fête, mais c'est l'occasion de réfléchir. Docteur, Radio Gabon reste ouvert au débat, mais nous avons souvent le problème des personnes ressources parce qu'ils ne sont pas nombreux à accepter de venir parler de cette question-là. Radio Gabon vous remercie. Chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève ce numéro de l'émission Gabon Politique consacré à l'évolution de notre pays depuis sa sortie légale du joug colonial en 1960. Ce sont donc les grandes périodes de ce processus politique qui ont été au centre de notre entretien avec le politologue Dr André Adjo, en prélude à la célébration le 17 août prochain de la fête de l'indépendance du Gabon. Merci docteur pour ces enseignements et surtout pour votre disponibilité. Madame, très honoré d'être passé sur votre plateau. C'est moi plutôt à vous remercier parce qu'il
Moi, personnellement, le débat me manque et aujourd'hui, ma matinée est réussie. Merci à nos auditeurs. Le côté technique de cette émission était assuré par Julien Makita et Prince Herman Osunga. Ali Radjumba à la coordination sous la supervision de Bertrand Ebiagangui. À mardi prochain avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.